C'est l'heure de la Voix libre sur France 3. Bonjour, tous les samedis matins, on prend le temps de rencontrer, de débattre, d'échanger avec les personnalités qui font la région. Et aujourd'hui, je reçois celui qui est souvent présenté comme le responsable politique le plus puissant de la région. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Sénateur, maire de Lyon, président du Grand Lyon, encore pour quelques jours, 25 exactement, puisque le 1er janvier, c'est une autre entité que vous présiderez, nouvelle et inédite dans l'histoire de la République, la métropole lyonnaise, qui arrivera donc le 1er janvier 2015. On en parlera en détail tout à l'heure avec quelqu'un qui n'est pas forcément contre sur le principe, beaucoup plus dubitative en revanche sur la méthode, c'est la députée UMP du Rhône, Dominique Nachury. Mais pour commencer, Gérard Collomb, quelques images marquantes de la semaine dans votre ville. On commence par celle-ci, des images qu'on voit souvent mais qui sont toujours émouvantes. La fête des Lumières a commencé hier et pour 4 jours. On s'aperçoit, Monsieur Collomb, que vous maniez particulièrement bien le marteau. C'est d'un coup de marteau que vous avez déclenché la fête des Lumières hier soir. Oui, c'est une façon d'ouvrir la fête des Lumières qui est un peu particulière, mais il se trouve qu'un artiste a élaboré une scénographie consiste à taper avec une sorte de marteau sur un gros coussin. C'est comme, dans les champs de foire un peu. Hein, voilà. Ce qu'ils appellent la maillotche. Et donc, à ce moment-là, si vous tapez bien, eh bien, les colonnes du palais de justice s'éclairent et à ce moment-là, vous marquez des points. Il y a quelques années, on s'en souvient encore, vous aviez poussé un gros coup de gueule après la fête des Lumières que vous aviez trouvé particulièrement ratée, parce que ça peut arriver qu'elle soit ratée, et c'est déjà arrivé. Vous êtes particulièrement attentif au choix des illuminations de la ville ? Bien sûr que je suis attentif. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un des facteurs de rayonnement de la ville le plus important. On voit bien qu'il y a 3 millions de spectateurs dans les rues, que cette fête des Lumières maintenant s'exporte dans le monde entier. Il y avait hier des Chinois, des Japonais, des Américains, des Russes. Donc l'ensemble aujourd'hui des villes à travers le monde essayent d'importer la fête des Lumières. Et donc évidemment, il faut qu'elle soit particulièrement réussie. Elle l'est ? Elle l'est. Cette année, ça sera un grand cru. Cela fait quelques années maintenant. Je crois que nous arrivons chaque année à surprendre celles et ceux qui viennent assister à la fête. Et croyez-moi, c'est difficile parce que les Lyonnais maintenant, en matière de fête des Lumières, sont un peu blasés. Ce sont des connaisseurs. Il faut chaque fois leur donner mieux. Il faut chaque fois dépenser plus aussi, c'est à peu près 2,5 millions d'euros le coût. Non, on ne dépense pas plus, 2 millions d'euros, 1 million qui est donné par nos partenaires, et ça c'est extrêmement important. Par le privé. Les entreprises de l'agglomération lyonnaise qui se mobilisent, et puis 1 million par la ville, avec bien sûr derrière l'ensemble de nos services, et en particulier ce service de l'éclairage public qui nous donne de très beaux spectacles. 3 millions de personnes qui sont attendues dans la ville ce week-end. Est-ce qu'on ne voit pas aussi certaines limites de Lyon, notamment en termes d'hôtellerie ? Les prix ont flambé, tous les hôtels sont complets. Je ne crois pas, parce que vous savez, en l'espace de 4-5 ans, on a accru le nombre de chambres d'hôtel de manière relativement importante. Je crois qu'on en a fait 4 ou 5 000 en l'espace de 5 ans. Donc, on peut venir à Lyon et trouver une place à l'hôtel. Mais c'est vrai que la fête des Lumières est un formidable vecteur. Et donc, pour les hôteliers, les restaurateurs, c'est quelque chose de formidable. Je leur demande simplement de ne pas augmenter la note. Des images nettement moins festives. C'était il y a tout juste une semaine à Lyon. Les casseurs qui s'invitent en marge d'une manifestation de protestation contre la tenue à Lyon du congrès du Front National. Des images particulièrement violentes. Vous allez le voir, notamment cette banque dans le quartier de la Guillotière qui est détruite. Devant d'ailleurs l'œil des caméras de télévision qui n'étaient pas spécialement cachées. Il y avait beaucoup de précautions qui étaient prises autour de cette manifestation, Gérard Collomb, mais ça n'a quand même pas empêché les dégâts considérables. On se dit donc que la ville peut être très facilement à la main des casseurs et malgré les précautions qui sont prises.
Si vous voulez, ces images, c'est insupportable et ces faits doivent être condamnés et celles et ceux qui les commettent doivent être sanctionnés. Parce que, vous voyez, il y a une liberté d'expression dans notre pays qui est traditionnelle, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui ne viennent pas pour défendre des idées, qui viennent pour casser. Et ça, c'est insupportable. Ils se déplacent d'ailleurs dans le pays sur différents événements. Et donc, avec le préfet, nous avions pris beaucoup de précautions pour que le centre-ville ne soit pas totalement dévasté. Et ça n'a pas suffi? Ou on a limité les dégâts? Ça, on a limité les dégâts, puisque finalement, ils se sont arrêtés au début de la manifestation, ont été encadrés par les forces de police, et donc n'ont pas pu défiler dans le centre-ville comme ils le souhaitaient, où là, ils auraient pu commettre alors beaucoup de dégâts. Vous dites souvent que Lyon est la seconde ville de congrès en France après Paris, mais quand le nom de Lyon est associé au congrès du Front National, ça vous fait peut-être moins plaisir? Oui, mais en même temps, si vous voulez, le Front National, qu'évidemment je condamne, on voit bien quelles sont les dérives auxquelles le pays pourrait être conduit avec le Front National, mais c'est un parti donc, qui est autorisé, donc il n'y a aucun moyen d'empêcher que le Front National tienne son congrès. Si vous aviez pu interdire le congrès du Front National, vous l'auriez fait? Moi je pense que le débat d'idées doit toujours être démocratique, c'est-à-dire qu'il faut non pas être sur la contrainte, mais essayer de faire en sorte que l'on fasse baisser les idées du Front National. Pourquoi aujourd'hui un certain nombre de gens votent Front National ? Simplement parce que dans notre pays, il y a de la difficulté, il y a de la désespérance, et il y a un certain nombre de gens qui se disent on a essayé la droite, on a essayé la gauche, et puis ça ne marche pas, donc il faut voter à l'extrême droite. Donc c'est cela qu'il faut combattre en changeant la situation économique et sociale. Vous avez l'impression qu'il a quand même un boulevard électoral devant lui, hein. Vous êtes de la même tendance que le gouvernement qui est aux manettes en ce moment en France. Oui, si aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre les problèmes économiques et sociaux, le problème du chômage en particulier, le chômage des jeunes, eh bien effectivement le Front National a de beaux jours devant lui. Vous êtes inquiet pour les élections départementales puis les élections régionales ? Oui, sur les élections départementales, je pense que le score de la gauche sera relativement modeste. Sur les régionales, cela donne encore un peu de temps à une politique économique pour se développer. Puis en même temps, on voit bien que dans la région Rhône-Alpes, sur l'agglomération, il y a une dynamique économique qu'on ne retrouve pas dans ce pays. Et on l'a vu à travers la Fête des Lumières. Il y a plus de gaieté, de joie de vivre, de volonté d'aller de l'avant. C'est une entité qui va donc rassembler 1 300 000 personnes, qui gérera de multiples aspects de leur vie quotidienne, leur éducation, leur cadre de vie, leur déplacement, leur aide sociale, et qui pour ça disposera d'un budget considérable de 3,5 milliards d'euros par an. Cette entité unique et inédite en France s'appelle la Métropole de Lyon. Lancée il y a seulement 2 ans par vous, Gérard Collomb, et par l'ancien président du Conseil général du Rhône, Michel Mercier. Elle est devenue une loi qui permet la création de ces métropoles partout en France, avant d'être une réalité pour la première fois donc dans le pays, le 1er janvier prochain. Je vais demander à Dominique Nachury de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour à vous, Madame Nachury. Vous êtes députée de la 4e circonscription du Rhône. C'est un peu compliqué les découpages, mais la 4e circonscription du Rhône se trouve à Lyon, à cheval sur le 3e et le 6e arrondissement. Vous avez été très longtemps conseillère générale du département du Rhône, conseillère générale de Lyon. Et vous êtes également conseillère municipale de Lyon et conseillère métropolitaine. Donc vous ferez partie, vous aussi, de la métropole. Expliquez-nous déjà en 2 mots, Madame Nachury, ce qu'est cette métropole de Lyon. Vous avez été élue départementale. Si vous l'étiez encore, vous ne le sauriez plus dans moins d'un mois. Dans quelques jours, oui. La métropole de Lyon, c'est une belle idée. Et je crois qu'elle est nécessaire. Je crois qu'il faut bien la voir comme étant la création d'une nouvelle collectivité et pas le Grand Lyon qui prend les compétences du Conseil général. Je crois que c'est un grand enjeu de véritablement construire cette nouvelle collectivité territoriale. J'ai été un peu déçu par la loi parce que je la trouve un peu insatisfaisante et renvoyant beaucoup aux ordonnances gouvernementales.
Mais maintenant, la loi est là, l'idée peut être servie et tout va être dans la mise en œuvre. Et j'espère que dans cette mise en œuvre, il y aura la possibilité d'exprimer un certain nombre d'opinions, notamment quant à l'exercice de compétences que je connais bien, qui sont les compétences sociales, qui étaient confiées jusqu'à présent au Conseil général du Rhône sur le territoire de l'agglomération lyonnaise. On va rappeler la définition de cette métropole, Gérard Collomb, c'est en ça qu'elle est nouvelle. C'est le département du Rhône en tant que quantité, en tant que collectivité territoriale, n'existe plus sur le territoire du Grand Lyon. Voilà, donc nous avons, comme vient de l'indiquer Madame Nachury, une fusion entre ce qu'était le Conseil général et ce qu'était la communauté urbaine sur l'agglomération. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Il se trouve que nous, communauté urbaine, nous créions de l'emploi au travers l'économie, par exemple. Faisions beaucoup d'actions économiques. En même temps, nous menions les grandes actions d'urbanisme. Mais c'est le Conseil général qui, on va dire, était engagé dans l'aide à la personne, l'attention à la personne au travers de ses grandes compétences, à la fois le RSA, les publics les plus fragiles, les personnes âgées, le handicap. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de réunir ces deux politiques de manière à créer une nouvelle dynamique dans la ville. Vous voyez, nous avons dans l'agglomération aujourd'hui 47 000 personnes au RSA. C'est évidemment quelque chose d'extraordinairement difficile à supporter. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de réunir, par exemple, dans une même direction, ceux qui s'occupent de créer des emplois dans la ville, et puis celles et ceux qui s'occupent de faire en sorte qu'il y ait une insertion des personnes éloignées du marché du travail. Si nous réussissons ça, et c'est ça notre pari, c'est d'essayer de faire que demain nous puissions diviser par un tiers les personnes qui aujourd'hui sont loin du marché du travail. Dans nos logements, nous logeons les gens, mais nous ne connaissions pas les personnes qui étaient à l'intérieur de nos logements. Avoir la prise en charge, faire que ce soit les mêmes services qui s'occupent de construire des logements, puis en même temps de s'occuper de la vie des personnes à l'intérieur des logements, évidemment, ça a du sens. Vous voyez, par exemple, pour les personnes âgées, je suis persuadé que le fait d'avoir un service qui sera au sein de la métropole, ça va amener à réfléchir sur la façon dont on aménage dès le départ les logements que l'on construit. Bref, moi je dis toujours d'une formule imagée, c'est réunir l'urbain, que faisait très largement la communauté urbaine, puis les compétences sociales, c'est-à-dire l'humain, et réunir l'urbain et l'humain, ça a du sens. C'est un grand penseur de la ville qui s'appelle Jean Hedgens, qui disait « Il faut réunir le cœur des hommes et le cœur des villes. C'est cela que nous voulons faire avec la métropole. » Est-ce qu'il vous a convaincu? Ça revient à dire aussi que l'aide sociale que faisait le département était mal faite. On parle souvent de ces couches de millefeuille. Alors là, pour le coup, on en enlève une, c'est le département sur le territoire de la métropole. Est-ce que c'est un problème que la couche du millefeuille soit plus épaisse, du coup, même s'il n'y en a qu'une? Je crois qu'il n'y a pas de jugement sur l'action qui était conduite avant. Plusieurs points. D'abord, c'est vrai qu'à la base, les compétences des deux entités semblent assez éloignées, puisque, s'agissant du Grand Lyon, plutôt des compétences de développement, d'aménagement, de fonctionnement des territoires, et puis le Conseil général avec ses compétences de solidarité. L'enjeu, c'est de faire en sorte que l'on puisse avoir demain une action publique plus cohérente, plus efficace, plus économe. Quand on entend Gérard Collomb, on a l'impression que oui, hein. Voilà, il faudra le démontrer, tout sera dans la mise en œuvre. C'est le but de la création de cette métropole. On annonce plutôt une augmentation d'impôts qu'une diminution des coûts. Je ne pense pas que le nombre d'agents diminue, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'agents qui sont sur les territoires. L'enjeu, il est véritablement, je pense, dans un deuxième temps, avec le bloc communal, puisqu'on se rend bien compte que bien des compétences du Conseil général peuvent trouver aussi un exercice différent en lien avec les compétences communales. Je crois que ça sera le véritable enjeu. Avec cette réflexion qu'il faudra avoir sur les types de politiques, si je prends l'exemple de la protection de l'enfance, elle doit rester aussi à un certain niveau et ne peut par exemple pas être renvoyée simplement sur les territoires. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Donc on aura, je pense, l'occasion. Mais je pense que l'enjeu sera véritablement avec le bloc communal et c'est toute l'évolution qui sera nécessaire
dans les années qui viennent. Ça a été finalement assez vite, hein, cette création de la métropole. Seulement 2 ans pour un changement comme celui-là, c'est assez rapide. Alors, il y a évidemment énormément de difficultés qui se rajoutent. Vous parliez notamment du personnel. Il y a eu quelques manifestations d'ailleurs des personnels du département qui craignent un peu qu'il y ait une sorte de moins-disant sur leur statut. Est-ce que vous pouvez leur garantir qu'ils vont garder les mêmes avantages que ce qu'ils avaient quand ils étaient des agents départementaux? Ça concerne beaucoup de monde, hein, ça concerne plusieurs centaines de personnes. D'abord, je voudrais dire que les personnels du Grand Lyon et ceux du Conseil général ont été assez extraordinaires dans la période que nous venons de vivre. Vous voyez, faire cette métropole, c'était par exemple partager 600 000 lignes de comptes. On se rend compte de ce que ça donne. C'est un travail titanesque. Ils l'ont fait. C'est faire en sorte que 4000 personnels venant du Conseil général se retrouvent demain dans la métropole. C'est énorme. Nous sommes en train de le réaliser. Il doit peut-être rester 2 ou 3 personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'affectation. Alors après, quel est le problème? C'est que nous devons mutualiser, et évidemment la création de la métropole, elle doit plutôt entraîner une diminution des dépenses. Et donc on ne peut pas cumuler, comme quelquefois on nous le demandait, ce qu'il y a de meilleur au Conseil général, et puis ce qu'il y a de meilleur au Grand Lyon, parce que si l'on fait ça, ça coûte 20 millions d'euros de plus, donc ça, évidemment, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, Monsieur Collomb. Quand on dit qu'il y a une économie d'échelle, si on ajoute le personnel du Grand Lyon, on sait que le principal charge de fonctionnement, c'est le poids du personnel. Mais si on ajoute le personnel du Grand Lyon, c'est l'investissement. Plus le personnel du Conseil général, et avec des compétences que vous récupérez donc du Conseil général, où est finalement l'économie d'échelle? Ben, évidemment, on ne va pas juxtaposer les deux personnels. Ça, c'est ce qui se passe à l'instant. On ajoute quand même les deux personnels. Mais dans le temps, oui, bien sûr. Mais vous avez, par exemple, 2 services aujourd'hui qui s'occupent de la voirie. Vous voyez, sur l'agglomération lyonnaise, vous avez la plupart des voiries qui dépendaient du conseil communautaire, du Grand Lyon. Et puis, vous en aviez d'autres. Le boulevard Laurent-Bonnevet, un certain nombre de ponts qui dépendaient du conseil général. Et donc, par exemple, lorsqu'on était à un carrefour, on n'avait pas les mêmes normes, il fallait 6 mois de discussion. Demain, vous n'aurez plus qu'un seul service de voirie, et donc évidemment, vous allez pouvoir mutualiser et faire des économies. C'est la même chose dans le domaine du logement. Nous construisions des logements avec un service du logement, le Conseil général faisait de même. Nous n'aurons plus qu'un service dans les prochains mois, donc petit à petit, nous allons mutualiser, et c'est comme cela que nous allons faire des économies tout en rendant un meilleur service à la population. Madame Nachuri, ça ne se fait pas sans compensation. Évidemment, ce passage, vous avez été conseillère générale, vous étiez au département, je l'ai dit, vous êtes restée très longtemps conseillère générale, vous n'avez quitté le Conseil général que cette année après les élections. Notamment une compensation financière de 75 millions d'euros par an que devra verser le Grand Lyon en compensation au département du Rhône. Alors expliquez-moi quelque chose. Madame Chuseville, la présidente actuelle du Conseil général, ne cesse de dire qu'avec les 400 000 habitants qui lui restent, elle est de la taille d'un département normal en France. Pourquoi donc faut-il lui donner des sous ? Alors, simplement, je reviens, si vous me le permettez, M. Saty, sur vos propos tout à l'heure. Vous voyez, vous êtes adressé à M. Collomb en lui disant « vous prenez les compétences ». Je crois que c'est tout ce qu'il faudra ne pas faire dans la création de cette nouvelle collectivité territoriale. Et c'est le véritable enjeu. Sur la question de la viabilité, puisqu'on la pose souvent, il y avait peut-être aussi d'autres méthodes pour évoluer, de la viabilité du Conseil général du Rhône et du département du Rhône qui va rester. C'est un département qui sera comme la Savoie. Et puis, de toute façon, il est bien évident et que pendant longtemps, je pense que et le Conseil général du Rhône et la métropole de Lyon vont être amenés à beaucoup collaborer. D'abord, on le voit parce que beaucoup de services restent en commun, qu'il s'agisse des services d'incendie et de secours, des archives, d'un certain nombre d'autres structures. Donc, il n'y a pas un divorce total. Ensuite, bon, ce qui était souhaitable malgré tout, c'est que le Conseil général du Rhône puisse garder une capacité d'investissement. Et je crois que cette dotation de
compensation, elle est faite pour permettre aussi de maintenir un niveau d'investissement pour le Conseil général du Rhône, qui sera demain, en effet, pour une collectivité d'environ 420 000 habitants. Alors, qui n'a pas fait forcément une mauvaise affaire, le département. Non seulement il a cette compensation, puis en plus, il va se débarrasser de deux sujets assez encombrants pour lui, que vous allez récupérer, vous, Monsieur Collomb. C'est d'abord le musée des Confluences, qui sera inauguré très bientôt, c'est le 19 décembre prochain. Musée d'un coût assez élevé, c'est un euphémisme. On dit 300 millions, 220 millions, ça dépend combien on compte. Mais en tout cas, c'est à peu près au niveau du coût du musée du Quai Branly à Paris. C'est plus cher que le Mucem, plus cher que le Louvre de Lens. Ce n'est pas nous qui finançons, c'est le Conseil général qui a financé par le passé. Ce que nous allons financer, c'est le fonctionnement. Et donc, le fonctionnement, on a fait les comptes, c'est 18 millions d'euros. La billetterie, 5% de suffira recettes. Non. C'est... aucun musée ne fonctionne avec sa seule billetterie. Non, c'est à peu près 15 millions d'euros de subventions de la part du Grand Lyon, et puis 13 millions, et 5 millions de billetterie. Donc c'est comme cela que ça va fonctionner. Je reviens un peu sur ce que vous disiez, la dotation. Vous voyez, les analystes du territoire disent qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est que les zones plus rurales, autour des grandes métropoles, ont l'impression que la métropole aspire la richesse. Et c'est vrai que la métropole crée plus de richesse que les territoires périurbains. Donc ce que nous avons essayé de faire avec la dotation, c'est de faire en sorte que le département futur, tout d'un coup, ne s'affaisse pas. Et donc que la création de la métropole, sa dynamique propre, ne se fasse pas aux dépens du département. Sur le reste, le musée, ça va être un formidable outil de communication. Vous voyez, il a quand même une certaine allure. Et demain, nous allons essayer de faire que par ses collections, il rayonne et qu'il attire beaucoup. Je pense qu'un certain nombre d'instruments, comme le musée, comme les Nuits de Fourvière, que nous récupérons, mis dans une offre culturelle globale de la métropole, vont faire en sorte que nous soyons identifiés de très loin. On va essayer de faire du musée un peu ce qu'est la Fête des Lumières. Alors le musée, vous êtes donc content de le récupérer, si j'ai bien compris. Les emprunts toxiques, peut-être pas, puisque là, il y en a pour 283 millions d'euros d'emprunts dits structurés contractés par le département du Rhône. La métropole va en récupérer les 2 tiers. 7 prêts Dexia encore à renégocier. Ça aussi, ça va coûter cher à la métropole. Alors on aurait mieux aimé qu'il n'y ait pas d'emprunts toxiques dans le département, mais là, il se trouve que quand vous vous mariez, c'est toujours pour le meilleur, et puis il faut prendre un peu de pire. Et donc les emprunts toxiques étaient des emprunts effectivement difficiles. Ce que nous avons décidé avec le département, c'est que sur ces emprunts-là, nous restions liés ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. On gère ensemble ces emprunts pour l'avenir. Pourquoi ? Parce que nous pensons que sur un certain nombre d'entre eux, le dernier mot n'est pas dit. Il y a aujourd'hui des actions judiciaires qui sont en cours. Et comme vous le savez, Dexia a été par le passé condamné à rembourser un certain nombre d'emprunts, en tout cas ne pas prélever les intérêts futurs. C'est par exemple le cas de la ville de Saint-Étienne à côté, qui avait, je crois, 70% d'emprunts toxiques et qui n'en a plus aujourd'hui que 10%. Donc c'est une action que nous allons engager. Autre polémique, elle est plus politique celle-là, Madame Nachuri, vous êtes intervenue la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur le futur mode de gouvernance. Pour l'instant, Monsieur Collomb, la loi vous permet, président du Grand Lyon, de rester président de cette collectivité jusqu'aux prochaines élections qui sont un peu lointaines en 2020. Mais en 2020, on va changer puisque là, ce sera une véritable élection au suffrage universel et on élira directement les conseillers de la métropole. Et pour ça, il y aura un redécoupage territorial, alors qui a pour première conséquence d'abord d'exclure une partie des maires des petites villes de la communauté urbaine actuelle, ceux du groupe Synergie, qui protestent vertement et qui ont l'impression d'avoir été un peu trahis. Est-ce que vous les comprenez ? De toute façon, la loi, elle ne prévoyait pas le mode de scrutin pour la métropole. Donc, il y a déjà eu un certain silence à ce moment-là, et peut-être qu'aujourd'hui, certaines questions se posent qu'on aurait pu régler dans le cadre de la loi.
Ensuite, ce que j'ai regretté, c'est que, encore une fois, il y ait une confiscation du débat sur cette question du mode de scrutin et singulièrement peu d'explications vis-à-vis des citoyens, et que l'on bâtisse aujourd'hui un mode de scrutin qui est quand même assez illisible pour les citoyens. J'ai pris l'exemple du Lyonnais de la rue du Dauphiné et qui vote dans son arrondissement, dans le 3e arrondissement pour les élections municipales, qui vote dans la 4e circonscription pour les législatives, donc avec le 6e arrondissement, et qui va voter dans une toute petite circonscription métropolitaine qui ne fait qu'un morceau de son arrondissement et qui n'est pas le morceau de l'arrondissement rajouté à la 4e circonscription. Donc vous voyez quand même la complexité. Et je pense que si l'on veut que le citoyen n'ait pas l'impression que l'on construit encore un nouveau machin, mais que véritablement il est partie prenante aussi de cette identité métropolitaine, il faudrait bâtir un mode de scrutin qui soit pour lui un peu plus lisible. Et que la division, notamment de la ville de Lyon, en 6 circonscriptions métropolitaines, alors qu'elle a 9 arrondissements, me semble assez insupportable. C'est ce que j'ai exprimé à la fois auprès de monsieur le préfet de région et également dans une question au gouvernement. Et j'ai d'ailleurs été un peu déçu de constater que la ministre n'était pas informée de ce qu'il y avait dans l'ordonnance. Alors d'une part, il y a ce problème de clarté, mais surtout, alors on va se dire les choses quand même plus franchement, parce que vous l'avez dit aussi, c'est que vous estimez que ce découpage est fait pour favoriser M. Collomb et ses amis et pour que le PS reste au pouvoir dans la métropole. Oh, ça peut être une des raisons, mais peut-être pas la seule. Vous n'assumez pas là, ce positionnement ? Non, mais ça peut être à chaque fois qu'il y a un redécoupage territorial, c'est une politique qui revient. J'ai fait une réflexion qui était une réflexion non politicienne et politique, parce que peut-être que l'on pourrait considérer que mettre le 6e arrondissement avec le canton préfecture, enfin canton entre guillemets puisqu'il n'y en aura plus, est peut-être plus favorable, plus favorable à l'élu du 6e arrondissement que je suis. C'est pas une réflexion politicienne. Ouais. C'est pas une réflexion politicienne, c'est une réflexion politique, et notamment encore une fois pour qu'il y ait véritablement la conscience d'une identité métropolitaine. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit un machin de plus. Si on veut véritablement apporter une réponse à cette attente des citoyens d'une plus grande lisibilité, d'une plus grande cohérence et d'une plus grande économie dans la gestion des actions publiques, il faut aussi que les modes de scrutin leur permettent de s'y retrouver. Monsieur Collomb, les petits maires qui vous soutiennent ne seront plus dans le conseil métropolitain de fait en 2020, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Là, ils y sont de droit, ils sont membres du Grand Lyon de droit, mais avec ce nouveau mode de scrutin, beaucoup d'entre eux ne seront plus présents, le vivent assez mal d'ailleurs, ce qui est quand même compréhensible d'être maire d'une commune de la métropole et de ne pas siéger au conseil métropolitain. À partir du moment où nous devenions une collectivité locale à part entière, nous ne sommes plus dans le système intercommunal. Et donc, c'est plus commune entre communes. Nous formons une seule et même entité. Et donc, il doit y avoir forcément, c'est la Constitution française, un suffrage universel. Restait à savoir quel serait ce suffrage universel. On aurait pu penser à une circonscription unique. C'est-à-dire toute l'agglomération, il y avait des listes, on votait, et puis c'était comme pour les scrutins municipaux en dehors de la ville de Lyon, le meilleur gagnait et remportait 75% des sièges. On a pensé que c'était un peu brutal comme système. Donc on a dit qu'on avait plutôt essayé de prendre un système à la lyonnaise, c'est-à-dire où il y a des arrondissements, où il y a des circonscriptions. Évidemment, suivant les circonscriptions, vous en avez qui sont plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite, d'autres plutôt au centre. Et donc, ça met la diversité dans l'agglomération. Et je pense que, évidemment, pour les débuts de la métropole, il est important qu'il y ait cette diversité. Et alors, on a fait ce type de circonscription, le gouvernement a fait cela, pour éviter d'être taxé, effectivement, de je ne sais quelle arrière-pensée, en reprenant ce que sont aujourd'hui les conférences des maires. Vous savez qu'on avait regroupé par territoire. On avait fait une conférence des maires dans le Val-de-Saône, une conférence des maires sur les monts du Lyonnais, une conférence du sud de l'agglomération. Eh bien, on a repris ce découpage-là pour pouvoir avoir des circonscriptions. Donc je pense que personne, dans le fond, ne critiquera. Finalement, on étend ce qui se passe aujourd'hui à la ville de Lyon à l'ensemble de l'agglomération.
Merci Madame Nachuri d'avoir participé à cette émission et à cet échange sur cette métropole désormais inéluctable, mais pour laquelle on a bien compris que vous restez assez vigilante. Merci Monsieur Satis. Gérard Collomb reste avec nous pour la deuxième partie de La Voix est libre qui continue après le flash que nous présente ce midi Julien Sauvadon. Bonjour Julien, merci de nous rejoindre. Et on va commencer sur cette info du week-end avec de nouveaux développements dans l'affaire de ce petit garçon qui est mort d'une allergie à Jujurieux dans l'Ain. Oui, c'est ça. Mathias est mort la semaine dernière à Jujurieux dans l'Ain après un déjeuner à la cantine de son école. Et d'après les résultats de l'autopsie communiqués hier soir par le parquet de Bourg-en-Bresse, le jeune garçon de 9 ans est bien décédé d'un choc anaphylactique en relation avec une forme majeure d'allergie. Des analyses sont d'ailleurs toujours en cours pour déterminer le produit allergène. Les premières investigations montrent également que les protocoles médicaux paraissent avoir été respectés à la cantine. L'enfant faisait d'ailleurs l'objet d'un suivi spécifique. On l'a appris également hier soir, mauvaise nouvelle pour les salariés de la maison Le Jabi. Le fabricant de lingerie prévoit de supprimer entre 55 et 60 emplois sur son site de Rieux-la-Pape, soit un tiers de ses effectifs. En cause, l'affaissement brutal du marché russe depuis la crise ukrainienne. L'entreprise contrôlée depuis cet été par le Fonds français d'investissement Impala cherche à relancer sa croissance avec ce plan de sauvegarde de l'emploi. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir autour de la reprise de Le Jabi par Alain Prost et à nouveau une catastrophe qui arrive. On se dit que cette industrie textile, décidément, a bien du mal à vivre dans notre pays. On voit surtout ici qu'il s'agit d'un choc extérieur. Il se produit une crise en Ukraine, donc du coup le marché russe s'affaisse et donc des difficultés pour l'entreprise. Moi je dois rencontrer Alain Prost dans les prochains temps pour lui permettre justement peut-être de lui proposer des solutions pour que l'outil industriel soit plus adapté à leur fabrication. Et donc le Grand Lyon va se trouver aux côtés des salariés de l'entreprise pour essayer de lui faire passer ce mauvais cap. Et puis dans la série Mauvaise Nouvelle, cette fois dans la Loire, c'était le dernier baroud d'honneur hier pour les Belles-Mailles à Roanne. Après avoir occupé pendant plus d'1 mois leur usine textile, les ex-salariés ont répandu des rouleaux de tissu à travers le centre-ville afin que les gens les piétinent. Une métaphore selon eux du sort qui leur a été réservé. Anthony Laurent, François Couder. Même dépouillés, liquidés, licenciés et pour tout dire humiliés, les ex-Belles-Mailles veulent encore interpeller. On est en train d'inviter les Rouennais à marcher sur notre travail, comme les élus l'ont fait. Le tissu qui faisait leur fierté, ils le déballent comme leur colère. Première cible, l'agglomération et son président Yves Nicolin. On nous a pris pour des guignols, on a un formidable outil de travail, on a des compétences. Il nous manque que de l'argent. Ils ne veulent pas en donner. Par contre, les 600 000 € pour subventionner la chorale de Roanne, il n'y a pas de problème, il y en a. Pour 58 familles qui crèvent la dalle, il y en a pas. Bon allez, bon courage, hein. On est solidaires avec vous. Hein. Il faudrait qu'on arrive à avoir une autre politique pour essayer de taxer certains produits d'importation et favoriser les produits français justement pour que les gens en pleine crise économique puissent subvenir aux besoins de la France et acheter français. Du Made in France, en voilà 30 rouleaux pour plus de 3000 mètres de tissu, toute une production mise à terre. Mais aussi des échantillons foulés aux pieds, jetés par-dessus bord, comme le projet de reprise des salariés. Cette fois, c'est l'État qui est visé. Aider quelques-uns qui auraient pu reprendre un atelier au lieu de mettre tout le monde à Pôle emploi, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour l'État. Puis c'est au tour du liquidateur, vu comme un fossoyeur. On n'attend plus rien, il n'y a plus rien à espérer. C'est bien pour ça qu'on leur met la croix là. Ils n'ont finalement plus qu'un souhait, que la justice s'intéresse de près et pour de vrai à leur ancien patron. À Roanne, les Belles-Mailles sont morts, piétinés. Et puis pour terminer ce flash, Gérard Collomb, on ne s'en lasse pas. Petite balade nocturne au cœur de la fête des Lumières avec Claire Chérifela et Laure Croza. Elle est une promesse de fête. Avec ses 1000 miroirs réfléchissants, la boule à facettes ne pouvait pas mieux symboliser la fête des Lumières. Ce vendredi soir, fièvre et ferveur rythment la marche. Au musée des Beaux-Arts, une danseuse de Degas vient de s'échapper du cadre et c'est toute la place qui entre dans la danse. C'est 360 degrés quoi, limite vraiment le son, les lumières, tout, non c'est vraiment bien.
c'est magique, c'est féerique, c'est à voir. Hein. C'est à voir. Je conseille à tout le monde de venir parce que on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'est pas là, je crois. Les ombres s'effacent et d'autres personnages entrent dans la lumière. La fête voit les choses en grand. Ces marionnettes ont quitté leur Allemagne natale. Elles ont parcouru le monde avant de parader entre Rhône et Saône. On se retrouve devant un superbe spectacle. Par rapport aux autres lieux où c'est prévu, là c'était inattendu pour nous. C'est magnifique, je trouve que c'est plein de poésie. Oh oui. Fini l'élégance des danseurs ou la délicatesse des marionnettes. Pour embraser la ville, Lyon frappe fort. Tout se joue à la force du bras pour éclairer les 24 colonnes de son palais de justice. Le public y participe, il est acteur de la fête des Lumières et je serais content. Et pour terminer la nuit, rendez-vous était pris autour de la fontaine des Jacobins. Un retour en douceur et surtout en enfance. Un dernier mot, Paul, si vous le permettez. N'oubliez pas de voter sur notre site internet rhône-alpes.france3.fr pour le trophée de la Fête des Lumières. Vous y allez, vous votez pour votre œuvre préférée. Et vous votez pour qui, Monsieur Collomb ? La question piège. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai beaucoup aimé à la fois la place des terreaux, puis j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait notre service de l'éclairage public, mais je n'ai pas encore vu toutes les œuvres, donc je vais continuer ce soir à les découvrir. C'est le droit de réserve. Ce soir, dimanche et lundi. Merci Julien, on vous retrouve ce soir pour le 19-20. La Voix libre continue. Notre invité, vous l'avez compris, c'est le sénateur maire de Lyon, président du Grand Lyon, Gérard Collomb. On va passer avec vous en revue l'actualité de la semaine. Et on va commencer par des images assez champêtres d'un champ que vous connaissez bien, qui se trouve à Dessines. C'est un champ qui appartient à Philippe Laya, cet agriculteur exproprié d'une partie de ses terres pour construire une partie des accès au grand stade. En cette période où les zadistes se font beaucoup entendre, il est apparu un peu comme un symbole du petit écrasé par des projets qu'il dépasse, avec vous, Monsieur Collomb, dans le rôle un peu du méchant politique. Moi, j'ai reçu Philippe Laya lundi dernier. Donc je lui ai proposé un certain nombre de solutions. Là, vous nous montrez un peu des images champêtres. Mais vous auriez pu montrer la beauté, la majesté du stade qui va s'édifier ici, avec en même temps de grands espaces verts. C'est évidemment la ville qui s'organise, mais en même temps, cela ne veut pas dire que nous rejetons les uns les autres, en particulier cet agriculteur. Moi, je lui ai proposé de trouver une voie de compromis, d'abord en faisant en sorte que sous une route, puisque nous allons construire là-bas une route qui va permettre de détourner la circulation du cœur de ville de Dessines. Je vais proposer d'abord de construire ce qu'on appelle un boviduc, c'est-à-dire un passage pour ces moutons sous la route. Et puis, en même temps, vous voyez, le stade, c'est quand même quelque chose de formidable. Et puis, en même temps, de pouvoir peut-être lui donner d'autres terrains que la ville possède du côté de Chassieux, de manière à pouvoir trouver un équilibre. Non, on essaye chaque fois de prendre en compte l'intérêt général, puis de répondre au mieux aux intérêts particuliers. Est-ce que vous construisez aujourd'hui des accès au stade, alors même que tous les recours ne sont pas terminés, notamment devant le Conseil d'État, c'est-à-dire que sans attendre la décision du Conseil d'État, vous construisez en préjugeant donc la décision du Conseil d'État? Nous suivons le droit, rien que le droit. Aujourd'hui, nous avons gagné tous nos procès, tous les procès qu'avait fait M. Laya. Donc, évidemment, que nous continuons l'action. Vous voyez, on a eu 70 référés, je crois, sur le stade du Grand Lyon. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Vous savez qu'on est dans une période où tout le monde conteste tout projet. Donc, si on veut avancer, aller de l'avant, évidemment qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin. Vous voyez, le stade, dans une période de chômage, c'est aujourd'hui 2000 personnes qui travaillent sur le stade. Si le chômage a un peu baissé dans le Rhône, c'est peut-être en partie à cause du stade. La mort de Jacques Barrot, cette semaine, grand centriste, ancien ministre, maire du Puy-en-Velay, commissaire européen aussi, avant Michel Barnier. Un homme d'où vous vous sentiez proche politiquement, Gérard Collomb?
En tout cas, c'était un homme de bonne volonté, donc qui avait ses idées. On venait pas exactement des mêmes bords, mais on s'était beaucoup rapprochés. Il se trouvait qu'on appartient au même organisme qui s'appelle le Cercle de l'Industrie, qui réunit un certain nombre de grandes entreprises, où on essaye de penser l'avenir. Donc on avait souvent l'occasion d'échanger ensemble, et oui, je trouvais que nos idées sur une certaine vue de l'Europe, sur sa capacité à faire en sorte que l'avenir des peuples européens soit plus fort, eh bien, sur ces idées-là, nous nous retrouvions. Vous faites partie de ce qu'on appelle les réformateurs au sein du Parti socialiste, Gérard Collomb, autrement appelé l'aile droite du parti. Est-ce que ce côté aile droite est une définition qui vous satisfait quand on parle des réformateurs ? Ben, vous voyez, notre problème principal, nous, c'est le chômage. On trouve qu'un pays qui a le plus fort taux de chômage en Europe, qui a le nombre de jeunes le plus précarisé. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre pays, 87% des premiers emplois sont des CDD, et la moitié de ces emplois sont des emplois, des CDD de moins de 6 mois. Donc, c'est totalement insupportable. Donc, nous, on essaye de penser avec un grand nombre d'économistes comment on pourrait faire progresser notre pays, faire que les jeunes aient plus d'accès au marché du travail. Nous avions les journées de l'économie il y a 15 jours. On avait réuni l'ensemble des économistes français. Il y avait par exemple Philippe Aghion qui vient d'écrire un livre. Il y avait des gens comme Elie Cohen et tous étaient d'accord. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où apparemment on a des lois très protectrices, mais en même temps un pays qui dans les faits a le moins de mobilité, a le plus de jeunes en difficulté, a le plus de chômeurs. C'est insupportable. Si je ne me trompe pas, vous êtes toujours adhérent au Parti socialiste, Monsieur Collomb. Le président de la République, lui aussi, vient du Parti socialiste. Manuel Valls, le Premier ministre, est socialiste. Et pourtant, le chômage ne cesse de grimper depuis l'arrivée au pouvoir de la gauche en France. Est-ce que donc le gouvernement s'y prend mal ? Ben, si vous voulez être socialiste, ça ne veut pas dire ne pas penser par soi-même. Et vous savez que depuis un certain nombre d'années déjà, j'ai toujours essayé de développer une pensée un peu originale, que j'ai d'ailleurs appliquée à la ville de Lyon. Et je crois que l'agglomération lyonnaise ne s'en porte pas plus mal. Vous voyez, aujourd'hui... François Hollande ne vous écoute pas assez ? Mais je pense qu'on voit bien qu'au début du quinquennat, il y a eu une politique qui était peut-être basée sur les conceptions d'autrefois. Aujourd'hui, il y a un tournant qui a été pris avec Manuel Valls, mais ce tournant est récent et en même temps, quelquefois, on sent encore des hésitations. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant pour résoudre les problèmes qui sont ceux de notre pays. Et je vous dis, le principal cancer de ce pays, c'est effectivement le chômage, et en particulier le chômage des jeunes. Ils sont en colère, et c'est dans votre ville, Gérard Collomb, à Lyon, qu'ils sont venus le dire. Mercredi soir, à la Cité internationale, les présidents du MENEF, les grandes entreprises, de la CGPME, les petites et moyennes, et de l'UPA, les artisans, ils ont tous joué du sifflet. Alors des sifflets qui sont bien évidemment destinés au gouvernement, très remonté, le président de la CGPME, Jean-François Roubaud. Je veux rassurer ici, Monsieur Macron, nous ne réclamons pas toujours plus. Ce soir, au contraire, en votre nom, je veux réclamer moins de charges, moins d'impôts, moins de fiscalité locale, moins de taxes, un code du travail moins épais et sujet tabou, moins de fonctionnaires. Monsieur Macron, il se trouve que vous l'avez rencontré, vous aussi, cette semaine, Gérard Collomb. Est-ce que Monsieur Roubaud, patron de la CGPME, a raison ? Je dirais qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de confiance entre un certain nombre de dirigeants d'entreprises, en particulier de petites entreprises, avec le gouvernement. Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, va plutôt dans le bon sens, mais que les difficultés qui ont été rencontrées depuis 2 ans fait qu'on a des difficultés à nouer le dialogue. Or, on ne peut avancer dans notre pays comme dans notre ville que s'il y a une action très commune entre les pouvoirs publics et puis les entreprises privées. Vous voyez, on est dans une économie mondialisée où il faut qu'on aille tous ensemble, aller faire exporter nos entreprises au Japon, en Chine, aux États-Unis. Il faut parallèlement qu'on soit ensemble pour attirer un certain nombre d'entreprises
entreprises dans notre pays, pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, je pense que ça demande du dialogue, ça demande de la confiance. Je vois que dans cette ville, nous avons cette confiance et cette capacité de dialogue. Cela manque sans doute encore au niveau national. Vous avez fait le buzz récemment avec des propos assez inattendus dans la bouche d'un responsable socialiste. Vous réclamez plus de flexibilité, ce qu'on pourrait très bien d'ailleurs entendre à un congrès du MEDEF, pour le CDI, autrement dit moins de sécurité pour le salarié. Ce que vous souhaitez... c'est pas vrai. Je termine juste. Ce que vous souhaitez, c'est en tout cas une période d'essai beaucoup plus longue. Alors effectivement plus de sécurité, mais après un certain temps. Oui, si vous voulez, le grand problème actuel que je vous citais tout à l'heure, c'est évidemment que quand on est en CDI, on est assez bien protégé, mais on n'arrive plus à accéder à des CDI. Et les premiers emplois aujourd'hui sont des emplois totalement déqualifiés, des CDD de 2 mois, de 3 mois. Ça, c'est totalement insupportable. Et donc, vous avez un certain nombre d'économistes, comme Jean Tirole, le professeur d'économie. Prix Nobel. Prix Nobel. Donc, une référence qui travaille sur ces sujets depuis déjà une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour les jeunes, la marche est trop haute. Et donc, ce qu'il propose, c'est de lisser un peu le contrat de travail en disant, quand vous entrez, vous avez évidemment moins de garanties. Mais au fur et à mesure que le temps passe, vous en prenez. Et donc, voilà, il faut essayer de penser le contrat de travail dans la durée. Pour raisonner de manière plus large, vous voyez, dans les pays scandinaves, plus de flexibilité, on va encore dire. Gérard Collomb, il est libéral. Ils ont ce qu'ils appellent la flex-sécurité. C'est quoi la flex-sécurité? C'est à la fois permettre à l'entreprise d'être plus mobile, mais assurer les salariés dans leur parcours individuel. Ce qu'il faut protéger, ce n'est pas les emplois, c'est les salariés. Et donc, il faut permettre de faire évoluer nos entreprises. Vous voyez, par exemple, dans l'agglomération lyonnaise, vous aviez une chimie ancienne. On est en train de la faire évoluer dans la chimie environnement. Cela demande de rebouger l'appareil productif. Donc, il faut changer les types d'emplois. Mais en même temps, il faut garantir la sécurité personnelle des salariés et leur capacité à se former. Vous savez qu'un de nos grands problèmes, c'est la formation professionnelle dans notre pays qui n'est pas adéquate et qui ne permet pas de reformer les salariés au métier de demain. Merci beaucoup Gérard Collomb d'avoir participé à cette émission. Bonne fête des Lumières ce soir. Justement, la fête des Lumières, France 3, on est le partenaire privilégié depuis toujours quasiment. On aura le plaisir de vous offrir une émission spéciale. Ce sera demain soir à 20h20 en direct depuis la fête et en compagnie de Fabrice Cagnin. La semaine prochaine, dernière voix libre de l'année 2014 avec le même staccanoviste de l'info, Fabrice Cagnin, qui recevra Mourad Benchelali. Ce Vénitien a connu l'embrigadement islamiste en Afghanistan au début des années 2000, ce qu'il a payé cher en étant longtemps enfermé dans le camp américain de Guantanamo. Aujourd'hui, il intervient pour tenter de dissuader les jeunes musulmans de partir faire le djihad. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Florence Grissot, François Rudolph, Pascal Denot et bien entendu l'impeccable, implacable et pour tout dire irremplaçable Adrien Gros-Radenez. Martin Ohanian réalisait cette émission. À suivre le Journal National avec Catherine Matoche. À la une ce midi, le Téléthon, la mort de la reine Fabiola et la France qui paye des indemnités aux victimes américaines de la Shoah. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.